Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Florence Daucher, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. Je suis vraiment ravie à plusieurs titres. D'abord parce que nous étions à la même période chez Canal+, et que moi j'étais une toute nouvelle. Et c'est vrai que je te regardais, on va se tutoyer, avec des yeux d'admiration. Et c'est vrai que à l'époque, nous en parlions avant même d'enregistrer. Il y avait peu de femmes inspirantes, en tout cas moins peut-être que maintenant. Et quand une femme passait à la télévision, pour les plus jeunes femmes de mon âge, nous étions forcément admiratives et très à l'affût de ce qui pouvait se passer au niveau des femmes. Et donc un grand merci pour le rôle modèle que tu as joué pendant de longues années et que tu continues de jouer à travers Visible notamment. Mais sans plus tarder, en fait, je vais te demander, Florence, si ça ne te dérange pas de te présenter, autant d'un point de vue personnel que professionnel, en nous disant uniquement ce que tu as envie de nous dire. Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Merci de me permettre de parler de Visible. Je suis effectivement journaliste. Je crois que je suis journaliste depuis que je suis enfant, en fait, parce que j'ai eu la chance d'être biculturelle, binationale, donc européenne. Alors une chance et aussi pour certains aspects, pas tant de chance parce que d'être franco-allemande, c'est une équation compliquée. Oui. Mais néanmoins, ça nous a donné à nous les enfants une grande ouverture sur la dimension européenne et mondiale. Parce que probablement, il y avait une volonté d'observer le monde et de nous ancrer de la part de nos parents dans cette dimension du monde et dans une forme de conscience politique. Mmh. C'est-à-dire que très tôt, par exemple, à travers des pochettes de disques, j'ai appris ce qu'était la ségrégation. Parce que mes parents écoutaient pas mal de jazz, ils écoutaient Myriam Makeba, ils allaient beaucoup en Afrique, et donc ils nous racontaient ce que c'était que de résister, l'opposition, d'être ancré dans ses idées. La famille de ma mère est d'une famille de résistants, et c'était une histoire qu'on ne pouvait pas raconter parce qu'elle n'était pas audible. Mais moi, c'était ma petite lumière personnelle parce que je me disais, donc il y a des gens qui ont dit non. Donc très tôt, j'ai observé les gens qui ont dit non, et je pense que c'est quelque chose qui m'a amenée vers le journalisme parce que j'avais envie aussi de restituer les histoires qui ne sont pas inscrites dans la grande histoire. C'est-à-dire qu'il y a la grande histoire, il y a effectivement les grands faits, et puis il y a tout ce que l'humanité porte. Et donc ces nuances-là m'intéressaient déjà, et je m'intéressais beaucoup aux personnes. Mmh. Donc quand j'ai découvert la ségrégation, j'ai été absolument renversée, parce que je ne le comprenais pas, évidemment. Mais je m'intéressais du coup au destin de ces joueurs de jazz, et évidemment Sidney Bechet, de Louis Armstrong, d'Ella Fitzgerald, voilà, parce que c'était les disques qui arrivaient jusque chez nous. On a un point commun déjà. Voilà. Et donc je m'intéressais à ces destins. Et donc, je suis devenue journaliste assez vite dans ma tête. Et ça, je l'ai découvert finalement assez tardivement, mais parce que les frères et sœurs aînés de mes amis, lorsque je suis devenue journaliste, ont dit, mais de toute façon, c'était une évidence, parce que c'était une évidence, donc je ne le formulais pas. Et effectivement, donc, j'ai une première expérience au Figaro Économie, où je rentre comme stagiaire et je vais rester un peu plus d'une année. Donc ça, c'était très intéressant. Ce qui était amusant aussi, c'est que c'était un immense
une immense salle avec d'un côté le service politique, de l'autre le service économique, et d'autres très gros services de ce quotidien, et très très peu de femmes. Donc très peu de jeunes, très peu de femmes. Donc déjà, je prends conscience d'une différence. Et donc j'ai l'opportunité de rentrer à TF1. Donc je vais rentrer là également comme stagiaire, et ensuite je vais rester une année au Journal du Matin avec Michel Cotta comme directrice de l'information. Et ça, c'est un grand cadeau dans la vie d'une jeune journaliste, parce que elle avait énormément d'attention, énormément de pédagogie, et c'est elle qui a permis aux premières femmes françaises journalistes de se rendre sur le terrain de l'international. Donc moi, je n'en faisais pas partie parce que j'étais ultra junior. Il y avait une préséance qui était naturelle, mais en tout cas, je l'ai vu, et donc j'ai vu que c'était possible. Or moi, c'est ce qui m'intéressait, parce que je voulais être Corto Maltese, je voulais être Joseph Kessel, je voulais voyager dans le monde entier, je voulais aller dans les bars en fumée, je voulais voir ce que c'était que de boire des verres dans ce genre d'atmosphère avec des espions, des écrivains, des diplomates, et voilà, de rester jusqu'à 3 heures du matin dans ce genre d'endroit un peu mystérieux pour les filles. Donc de voir que c'était possible à travers cette décision de Michel Cotta, ça a été effectivement très très fondateur. Et puis après, bon, pas mal d'étapes. Effectivement, je rejoins la 5, la rédaction de la 5. Ça, c'est absolument formidable, parce qu'on est une bande super jeune. On a la possibilité d'aller vers toute forme de sujet. Donc, c'est pas sectorisé. Moi, j'ai un prisme Europe, éco, mais je fais aussi pas mal d'international parce que ça m'intéresse, en tout cas de sujets sur ces thèmes. Et puis, la 5 ferme, je m'interroge, etc. Il se passe des choses en Algérie, et j'ai envie de parler de l'Algérie, et j'ai envie de parler de cette équation que j'arrive pas à saisir, c'est-à-dire des femmes qui votent pour le Front islamique du salut, c'est-à-dire pour un islam rigoureux, rigoriste, donc le retour du voile. Et là, je comprends plus rien. Donc je me dis, moi, femme occidentale, peut-être que je n'ai pas le bon regard, et peut-être qu'il y a une douceur orientaliste et orientale, mais comme j'ai lu aussi la littérature orientaliste et la peinture, je me dis peut-être qu'on voit pas bien, peut-être que je ne connais pas bien. Et puis donc je vais passer, je fais plusieurs séjours avec une équipe, donc dans une famille, dans une banlieue intégriste en plein triangle rouge, et pendant ces années de guerre civile très très violente, je reçois le prix Albert Londres et un certain nombre de prix pour ce travail. Et puis, moi, circonstance de la vie, c'est-à-dire que je deviens maman, et je me dis, ok, être sédentaire, c'est pas idiot. Donc voilà, donc Jean-Pierre Elkabbach me propose de présenter des journaux. Je dis non pendant un moment parce que ça m'intéresse pas. Je veux être Joseph Kessel, moi. Donc, je vais être Henri de Montfred, je vais être Hemingway, et puis finalement, je dis OK. Enfin, ça paraît grandiloquent de dire je dis OK. En tout cas, je dis oui. Lui est persuadé que j'ai ma place à l'antenne, et il finit par me convaincre. Et donc, je fais le journal du soir sur France 2 pendant des années. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Beaucoup le jeudi, qui n'était pas vraiment mon jour, mais je sentais que c'était l'horaire du soir. Donc, le co-présentateur du jeudi, en général, il me laissait le journal très tard, à 1h du matin, le jeudi. Mais de toute façon, j'étais très contente de l'expérience. Et puis après, je suis allée à Arte, après Canal, voilà, dans les grandes lignes. Pourquoi le hockey? Pourquoi le fait, même malgré la force de conviction certainement de Monsieur Elkabbach, mais pourquoi l'avoir accepté? Vraiment pour des raisons pour totalement tester, pour essayer, par curiosité, pratiques. Non, c'est-à-dire que j'ai envie de poursuivre ce métier. Je sais aussi que les délais, parce que encore une fois, moi j'ai envie de voyager, mais les délais d'accord pour les documentaires sont extrêmement longs, c'est-à-dire entre le moment où on dépose un dossier et l'accord, c'est 6 mois. 6 mois, et là, ça c'est quelque chose dont je me rends compte aujourd'hui, c'est un marqueur de ma vie, c'est-à-dire que je veux, moi, avoir mon propre rythme. Je ne veux pas attendre trop longtemps, mais peut-être aussi parce que j'ai ces années-là et que j'ai cette énergie. C'est la culture du non. Mais aussi. c'est aussi la culture un peu absolument du non, mais en tout cas, je veux faire des choses, je veux pas attendre. Attendre, c'est quelque chose. Ma vie, chaque seconde me semble précieuse. Donc, et puis, c'est vrai qu'il y a cette conviction, volonté de Jean-Pierre Elkabbach, et je me dis tentons, mais c'est pas le truc que j'ai préféré dans mon existence. Hein. Et puis,
à ce moment-là aussi, d'abord, il y a très peu de présentateurs, parce qu'il y a peu de chaînes encore. À ce moment-là, les femmes, je trouve, sont quand même dans des schémas, c'est-à-dire que euh, voilà, on est dans une rigidité vestimentaire, il faut pas trop Bien sûr. exister, il faut pas, etc. Il y a quelque chose qui me challenge là, parce que assez vite, au journal de France 2, je vais dire, bah, bon, j'arrête les tailleurs, hein, c'est pas mon truc, j'ai 30 ans, et donc je porte des robes avec les bras nus en été, etc. Un truc révolutionnaire. C'est vrai qu'à l'époque, on se rend pas compte, mais On se rend c'était pas compte. Donc, révolutionnaire. ouais, j'arrête les boucles d'oreilles à la con, etc. Et j'arrête de vouloir ressembler à quelqu'un de respectable. Et je me dis, je vais essayer d'être moi-même, c'est-à-dire voilà, une journaliste de 30 ans qui présente des infos. Et voilà, et c'est comme ça que l'histoire de la présentation démarre. Mm. Qu'est-ce que tu retiens finalement, avec un peu de recul maintenant, de cette époque-là, justement? Alors, on vient de l'évoquer concernant l'image des femmes à la télévision, mais finalement, rétrospectivement, qu'est-ce qui a changé profondément entre cette époque-là et aujourd'hui? Si on parle de télé uniquement, je ne parle pas de tous les médias confondus, mais qu'est-ce qui... Bon, alors bien entendu, il y a l'arrivée des réseaux sociaux, le changement de ce qu'on appelle les médias, justement, mais qu'est-ce qui a fondamentalement changé, selon toi? Alors, sur la télévision elle-même, pour moi, il y a un grand virage qui est la privatisation de TF1. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on est sur des chaînes publiques, ce qui se passe aujourd'hui avec la volonté de fusion de Radio France et de France Télévisions interroge ce sujet effectivement du service public, mais néanmoins, tout est service public. Moi, je suis très jeune à ce moment-là, hein, donc, mais néanmoins, il y a une privatisation. Mm. Arrivent donc les chaînes privées, que sont l'A5 de Berlusconi, M6, Canal+, Mm. en 84, évidemment. Et du coup, ça va modifier le paysage. Et puis aussi, l'arrivée des chaînes info. Donc les chaînes info, là on va mettre, ça c'est aussi un truc quand même qu'on observe et qu'on voit bien entre nous, c'est que on se dit on va vendre de l'info, pas forcément très sexy à écouter, avec des jeunes femmes jolies, etc. Parce que c'est mieux. Donc, voilà. Donc arrive aussi toute une génération de jeunes femmes qui n'avaient pas de visibilité Mm. auparavant, puisqu'il n'y avait pas les antennes pour. Donc ça va faire évoluer ce métier, en tout Mhm. cas pour le féminin. Mhm. Et puis le grand virage, on parle du virage de l'IA, mais Mhm. c'est aujourd'hui, mais c'est vrai que le grand virage, c'est l'arrivée des réseaux sociaux, avec cette idée que chacun est au même niveau, que la parole de chacun a la même valeur, et donc une confusion énorme pour tout le monde, c'est-à-dire qui parle, avec quelle légitimité, avec quel background. Quelles sont les idées émises? Et on voit bien qu'on est dans un brouillard très important aujourd'hui en termes d'information et en termes, encore une fois, de niveau de compétences, en fait. Parce que, alors, ça veut dire que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais ce qu'on se disait dans les cafés du commerce, etc., ça n'avait pas droit de citer. Donc la télévision, l'antenne était quelque chose d'élitiste, et je le reconnais, mais j'en étais pas responsable, hein. Néanmoins, on voit bien que c'était des intellectuels qui étaient dans les chaînes de télévision, Bien et sûr. les exigences du privé, c'est-à-dire de l'audience, ont fait apparaître aussi toute forme de programmes comme le Loft, comme la Oui, ça télé-réalité. a baissé le niveau. Et voilà. En tout cas, ouais, on n'est plus dans une Oui, télévision pédagogique, on est dans bien une sûr, télévision où chacun a le droit de s'exprimer. bien sûr. Et je l'ai ressenti aussi, c'est pour ça que je pense que je suis une enfant de la télé, c'est ce que je disais tout à l'heure, un peu déçue, enfin même profondément déçue. Pourquoi visible alors? On va parler de visible quand même. Après toutes ces années qui ont dû être tellement formatrices, tellement intéressantes, tellement puissantes aussi, pourquoi visible et avec quelle volonté profonde? Visible naît d'une image, c'est-à-dire que je suis avec Paolo Bosonin, un jeune caméraman plein de fougue, à la frontière entre la Jordanie et la Syrie, et proche de Dera, et un camp de réfugiés, puisque arrivent des milliers de personnes chaque jour qui fuient la guerre en Syrie, et la guerre civile en Mm. Syrie. Et je vois une image, j'ai cette image d'une femme avec
un enfant dans les bras, un autre petit à la main, un sac en plastique, une couverture roulée, et c'est tout. Et ensuite, vie dans le camp, et les femmes réinstallent la vie dans ces camps de réfugiés. Il faut savoir que ce sont des tentes, c'est la même tente en hiver, en été, il fait 50 millions de degrés l'été, et il en fait moins 30 000 l'hiver, donc il y a des courants d'air, une famille, voilà, les hommes sont au combat, beaucoup, mais il y a quand même beaucoup d'hommes dans le camp. Et donc la famille vit sous cette tente, et il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie, on ne fait que recoller les choses. Et comme ça m'a toujours intéressé les conflits, je me dis, les femmes pansent les plaies, voilà, les femmes font face, mais on leur demande pas leur avis. En fait, on leur impose quelque chose toujours, avec toute la tristesse aussi, toutes les peines, tous les chagrins. Et l'un des chagrins, c'est de voir un enfant qui part au combat, qui ne revient pas. Et je me dis que le journalisme qu'on a pratiqué jusqu'à présent n'éclaire pas les consciences. Donc, aller vers un journalisme de solution, c'est quelque chose qui m'interpelle. C'est-à-dire peut-être aller vers le positif, peut-être, etc. Et donc, pour faire vite, le confinement arrive, je m'occupais d'un autre média, et je me dis, le dénominateur commun à l'ensemble des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, qui est une pandémie mondiale, qui est la diplomatie, qui est les tensions de conflits, qui est le climat, qui est etc., c'est la position des femmes. Si on agit sur la position des femmes, on va amener du changement dans l'ensemble de ces domaines. Voilà. Et d'où visible. C'est-à-dire mettre des femmes en visibilité pour deux raisons. Encore une fois, pour donner de la visibilité à leurs propos, à leurs actions, à leurs pensées. Et deuxième niveau, les rendre visibles parce que toutes sont rôle modèle, parce que nous sommes toutes des rôles modèles. Et quand tu dis merci d'être et d'avoir été ce rôle modèle, je me suis vue, d'abord le mot n'existait pas, mais je me disais, en étant à l'antenne, j'ai quand même une petite voix. Donc, je vais l'utiliser pour les vêtements, par exemple. Pour moi, c'était un message, c'est-à-dire qu'on peut être crédible sans être en tailleur et sans avoir les cheveux courts et sans en ressembler à Françoise Giroud, etc. On peut être crédible. Même chose, dans les émissions, j'essayais toujours d'avoir ce pas de côté parce que j'essayais d'être à la fois dans le cadre de l'exercice. C'est le cas. Moi, c'est ce que je retiens de toi à l'écran. Voilà. C'est vrai. Parce que je me disais, j'étais jeune, enfin beaucoup plus jeune que maintenant, mais excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que c'est ce que je me disais. Je me dis, mais elle sort du lot. Voilà. Et elle sort du lot, c'est peut-être un peu réducteur de dire ça, mais avec en plus une classe incroyable et un phrasé impeccable. T'avais ce côté fun, ce côté comment dire, Je crois que je n'étais pas dupe de l'exercice. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une forme de cynisme, même si je pèse mes mots, mais en tout cas d'ironie. Voilà, excuse-moi. C'est pas du cynisme, c'était de l'ironie. Ouais, c'est-à-dire que je ne prenais pas tout Voilà. cet exercice. Voilà. Très au sérieux. Les informations, oui, mais le côté starisation, show, etc., pas tellement. Mais néanmoins, donc j'essayais d'être dans le cadre. Alors on me disait parfois, tu es très formelle, Florence. Oui, parce que là, on vient d'annoncer 300 morts, donc j'ai pas du tout envie de me marrer. Mais s'il y a une possibilité de le faire, évidemment que je peux sourire, mais c'est l'exercice, etc. Mais j'essayais d'avoir cette petite distance aussi par rapport à la manière dont l'information était véhiculée pour dire, ok, pas dupe, mais pas dupe moi, mais pas dupe vous non plus. Donc c'était, ça veut dire on se comprend. Donc oui, ça, je pense que j'essayais d'avoir de la distance en fait par rapport aux faits, aux éléments et par rapport à l'univers dans lequel j'évoluais. Qu'est-ce que aujourd'hui, justement, on parle de visible, mais dans le fond, c'est un média qui existe depuis, si mes souvenirs sont bons, depuis. On est en troisième année. Troisième année. Ouais. Qu'est-ce qui aujourd'hui dessine l'avenir de Visible? C'est-à-dire que concrètement, il n'y a pas beaucoup de médias qui font ça. Finalement, hein, c'est ce qu'on se disait la dernière fois quand on s'est parlé au téléphone. J'ai pas trouvé aujourd'hui d'équivalent. Mais je pèse mes mots, en tout cas en France. Peut-être qu'aux États-Unis ou ailleurs, je ne sais pas, mais je crois pas. Parce qu'on tombe tout le temps dans un travers, en fait, quand on parle des femmes. Le travers, pour moi, qui est un biais historique qui consiste à dire, on s'adresse aux femmes, donc on va s'adresser plus à leur physique, à leur manière d'être en société, mais à des choses qui restent quand même en surface. Et forcément, beaucoup de médias
et là pour le coup je parle des réseaux sociaux, se sont créés autour de la femme. Mais toi tu fais quand même figure d'exception. Comment on résiste à ça? Comment on fait concrètement? Alors, je pense que c'est déjà, nous sommes complémentaires de ce qui existe, c'est-à-dire que il n'y a pas il y a de la place pour tous ces types de médias Mhm. et d'aborder les questions du féminin, du physique, de la santé, etc. Moi, je comprends très bien que ça existe, mais ça ne m'intéresse pas moi à titre Personnellement. personnel. Mhm. Du coup, je pense que quand on crée un média, il faut être en phase aussi Bien sûr. avec les éléments qu'on met en avant. Et peut-être aussi que j'avais remarqué que c'est là où je pouvais apporter quelque chose, où nous pouvions apporter quelque chose, parce que nous sommes une équipe, où nous pouvions apporter quelque chose qui est, au fond, l'actualité, le monde d'aujourd'hui, à travers le prisme des femmes. Donc, on donne de l'information, on se définit comme un média d'information et d'impact parce que on veut effectivement installer cette notion de rôle modèle et de visibilité des femmes, mais néanmoins, on est de l'information. Donc, c'est le monde vu par les femmes, au fond, visible. On Mhm. montre les femmes, mais on les rend visibles et c'est tout le monde. Et en même temps, effectivement, on propose un regard. Et le regard, il n'est pas nécessairement appelé au sens où on ne va pas interroger les femmes en leur disant vous êtes une femme, dites-nous euh, moi comment vous regardez le monde puisque vous êtes une femme. On dit bah, voilà, vous faites ça dans la vie, comment vous le faites, pourquoi vous le faites, et ensuite s'il y a une différence de regard ou s'il y a un regard enfin nouveau, il se révèle à travers l'interview. Mhm. Mais on va pas nécessairement genrer les questions. On va pas Mhm. dire vous êtes une femme, racontez-nous, etc., votre expérience ou les difficultés. Parfois, ça vient dans l'interview, mais ça n'est pas notre demande première. Mhm. Mais ce dont on se rend compte en faisant les interviews, c'est que les femmes, quel que soit leur poste, ont quand même envie de parler des femmes. Donc elles abordent les sujets féminins, ou en tout cas elles abordent des éléments de leur parcours qui ont été conditionnés par le fait qu'elles soient une femme. Donc ça, c'est intéressant Mhm. aussi. Mais encore une fois, c'est le monde vu par l'œil féminin, puisque jusqu'à présent, effectivement, ça n'existe pas. On va rentrer un peu plus sur l'actualité. Enfin, on va évoquer un peu plus l'actualité si ça ne te dérange pas. J'ai vu un témoignage, moi, qui m'a. Enfin, j'ai forcément regardé et puis je suis visible depuis un certain temps. Mais il y a des témoignages qui sont plus poignants pour moi que d'autres. Et notamment, il est récent, hein, c'est dans tes vidéos assez récentes. C'est Massoumeh Raouf, qui est une femme iranienne. On en parle bien entendu énormément en ce moment. Je suis assez attristée aujourd'hui de constater que il y a un décalage. J'ai pas envie de parler de politique forcément, hein, mais il y a un décalage entre ce que vivent ces femmes et ce qu'on représente de l'Iran en fait à l'échelle internationale, ou en tout cas la représentation de l'Iran à l'échelle internationale. J'ai quand même comme exemple assez probant et récent cette minute de silence à l'ONU qui m'a bleu. Enfin, moi, les bras m'en sont tombés. Bouleversée, Ouais. Enfin, oui. je n'ai pas, j'ai Mise pas en colère et compris. bouleversée, Bah oui, non, les deux. forcément, puisqu'on l'appelait le boucher de Téhéran, hein, pour parler du président de l'Iran. Et je sais pas, en regardant cette vidéo de cette femme iranienne, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle pense, comment on peut expliquer ça à cette femme? Enfin, je sais que j'ai pas envie de tomber dans le pathos, mais, mais je ne te cache pas que moi, ce sujet des femmes iraniennes, en fait, me bouleverse, parce qu'en plus, j'ai reçu, pas plus tard qu'hier, Mona Jafarian, que tu connais certainement. Et en fait, je me dis que ce mouvement des femmes iraniennes est bien plus profond que les femmes iraniennes. C'est-à-dire qu'en fait, je me rends compte d'une chose, c'est que on prend à 30 ans d'intervalle, il s'est rien passé. Enfin, peut-être pas 30 ans parce que c'était la révolution, mais en l'occurrence, je me demande pourquoi si peu de gens, et j'aimerais bien t'entendre là-dessus, comprennent cette cause et ne se l'attribuent pas. Parce que pour moi, et c'est ce que dit Mona dans le podcast et que je vais diffuser prochainement, elle explique une chose, c'est que elles se sentent seules. Elles se sentent assez seules finalement, elles se sentent peut-être pas assez entendues, et pour autant, ce conflit-là, enfin en tout cas c'est pas un conflit d'ailleurs, c'est une oppression, mais elles tiennent un peu dans leurs mains une sorte d'avenir du Proche-Orient et donc de la carte du monde, parce que le Proche-Orient occupe quand même la majorité, enfin les conflits sont quand même issus du Proche-Orient. Les forces, on va dire, de l'obscurantisme sont quand même
en grande majorité là-bas, on peut pas le nier, pour plein de raisons. Et au final, je m'interroge sur ce manque en fait de relais. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est ce manque de relais. Et pour moi, ça devrait être obsessionnel de s'intéresser à cette cause. Voilà, excuse-moi, j'ai été un peu longue, mais j'aimerais bien t'entendre en tout cas sur ce sujet des femmes iraniennes. Alors, pour revenir à Massoumeh Raouf, c'est une interview de Raphaël Duchemin qu'elle a réalisée lorsque Massoumeh Raouf a sorti son livre il y a 2 ans à peu près. Et on a trouvé pertinent de la rediffuser parce que c'est un témoignage d'une femme qui a connu les purges, donc orchestrées par Raisi, qui était l'un des ordonnateurs de ces purges. Il y a eu 30 000 personnes à peu près exécutées. Et effectivement, c'est lui aussi qui a donné l'ordre de tirer sur les foules et d'incarcérer, de prononcer des exécutions de mort, de la peine de mort, de ces jeunes, parce qu'on parle de gens très jeunes. Donc, ça nous semblait intéressant. Maintenant, elle est proche des Moudjahidines du peuple, qui a été une organisation classée terroriste pendant des années aussi, donc qui est arrivée à la lutte armée, qui est aussi une organisation religieuse. Bon, donc, voilà, on l'a diffusée, mais en se disant, ce qui est intéressant, c'est le témoignage de la prison. Maintenant, Mona Jafarian, nous on l'a invitée très vite, donc évidemment on la connaît, et son engagement est remarquable pour faire connaître en France ce qui se passe en Iran. Moi, mon incompréhension, mais elle touche aussi à tant d'autres pays, c'est-à-dire que, et probablement aussi parce que je me suis intéressée à la mise en place des dictatures, c'est-à-dire l'origine du totalitarisme, pour prendre ce terme, le nom de ce livre de Hannah Arendt. Et je me dis, mais l'équation, ça marche pas non plus. C'est-à-dire qu'il y a un volume de population qui est colossal versus les gardiens de la Révolution. Donc à un moment, quand le peuple est en marche, et nous, Français, le savons bien, il y a eu la Révolution française, et ça a été une boucherie absolue. Donc, mais quand le peuple se met en marche, eh bien, on ne peut pas l'arrêter, il est inarrêtable. Donc il y a une volonté, mais qui n'est pas partagée par tout le monde. On sait qu'aujourd'hui, il y a des instrumentalisations aussi qui sont importantes, mais je pense que ce qui est compliqué aussi, c'est que l'Iran est chiite et que le Hamas est sunnite, et que ça a été longtemps donc un rapprochement impossible. Mais comme l'intérêt aujourd'hui consiste à déstabiliser l'Occident, avec les Russes en toile de fond, avec la Chine en soutien, comme on le voit, et que aujourd'hui il s'agit d'influence en fait, donc des grandes plaques d'influence mondiale, on voit bien qu'il y a une désarticulation. Et peut-être aussi que le contexte actuel en France, qui est une inflation importante, qui est des interrogations sur le futur, qui est etc., favorise de toute façon une montée, on sait, du populisme, mais surtout, les gens sont concentrés sur le quotidien, et ça, c'est quelque chose qui est absolument vérifié, analysé, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans une notion de survie presque dans le quotidien, eh bien, les affaires politiques ne sont pas la priorité. Il faut une certaine, pourrait-on dire, peut-être pas aisance, mais une forme de confort et de confiance dans son quotidien personnel, familial, pour pouvoir adhérer à des causes plus grandes, je pense. Ça me fait penser, alors hier, je regardais, on a quand même Axel Tessandier, qui est venu dans le podcast, que nous apprécions toutes les deux beaucoup, a posté hier une vidéo, je crois une photo, d'un réalisateur iranien qui est à Cannes, et qui disait cette phrase, moi, qui m'a effectivement choquée, enfin pas choquée, mais qui m'a touchée, où il disait justement, vous pouvez fermer les yeux autant de temps que vous voudrez, se joue l'avenir du monde en ce moment. Enfin, je résume un peu son propos, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une forme de déni de réalité, en fait. C'est peut-être pas un déni de réalité, mais c'est une volonté de ne pas voir. Et c'est ce qui me peine au quotidien. Et hier, en ce moment, j'essaye d'écrire un peu plus parce que je sens que c'est plus facile pour moi après d'avancer. Mais c'est vrai que je suis profondément meurtrie de voir une majorité silencieuse rester silencieuse. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est ça qui me meurtrit quotidiennement. Parce que je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle est prégnante. On la voit tous les jours. Tu dois le voir comme moi. Et en fait, il se passe rien. C'est-à-dire que ceux qui sortent dans la rue ou ceux qui se révoltent au sens propre du terme,
sont ceux qui sont, on va dire, dans des situations extrêmes ou dans des pensées extrêmes ou dans des consciences extrêmes, je ne sais pas. Mais au final, et je les juge pas parce qu'en fait, c'est comme une explosion qui sort, voilà, un volcan qui va être en explosion, en éruption et qui va laisser jaillir des choses qui n'ont pas finalement de lien parce que le centre, en fait, n'est pas là. C'est-à-dire que moi, je me pose vraiment la question. Je me dis, mais on est un peuple révolutionnaire, on est un peuple de démocratie, Mais on est un peuple... qu'est-ce que tu voudrais que ce peuple fasse? En Parce fait, que je me suis vraiment posé la question. Ce peuple-là, je sais pas, mais les femmes, quelque chose. oui. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment fait cette déduction, mais elle est sincère. Elle est pas, c'est pas de la récupération ou c'est pas une histoire de marketing pour le coup. Mais Mais tu es c'est bien d'accord qu'il y a quand même si on ne voulait pas parler politique, on va parler politique, il y a aujourd'hui des intentions, des intentions avec politique aussi, et qui entraînent des quand même manipulations, c'est-à-dire que le voile, la liberté de porter le voile, c'est une question pour nous occidentales, femmes occidentales, mais et je comprends que cette liberté soit préservée, c'est-à-dire que la France est un État laïque, donc c'est la laïcité qu'il faut défendre, c'est-à-dire effectivement le même régime pour tout le monde, et ensuite libre à chacun de pratiquer sa religion, mais à condition que ça ne gêne pas l'autre. Donc c'est une vraie, voilà, c'est une question. La laïcité, et je reprends cette phrase d'Elisabeth Badinter qui parfois dit des trucs qui nous font bondir. Mais quand elle dit « je reproche à la gauche d'avoir trahi la laïcité », ça, c'est cette question-là. Donc, il y a bien une instrumentalisation politique autour du voile, dans laquelle il y a énormément de gens qui tombent dans ce piège-là, qui ne comprennent pas ce qu'il y a derrière. Il se trouve que pour avoir travaillé sur l'islamisme, effectivement, depuis assez longtemps, et je n'ai jamais lâché ce sujet, il y avait une crise d'identité. Donc, pour toute une génération, la deuxième génération, arrivée en France après les années 60, venant évidemment d'Algérie, de Tunisie, etc., mais notamment, et donc les fameux beurs. Donc parfois il y avait une crise d'identité, donc on se disait, puisque je ne suis pas acceptée en France telle que je suis, puisqu'on me renvoie cette identité de beurre, avec ma culture va aussi la religion, donc je vais vers la religion. Mais bon, il y a une instrumentalisation de ça. On sait qu'il y a les frères musulmans, on sait qu'il y a le wahhabisme, on sait qu'il y a une volonté, effectivement, en tout cas pour certains, encore une fois, d'influence, d'étendre l'influence. Ce qui est intéressant, c'est que l'Arabie saoudite est en dialogue avec Israël. Donc, il y a une grande confusion aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'interpelle beaucoup, et je suis comme toi très observatrice de ça, et dans un sentiment d'impuissance, c'est le climat. C'est-à-dire que il me semble, si je devais schématiquement analyser ce qui se passe, qu'on voit beaucoup d'agitation sur Terre, et si on prenait un peu de hauteur, effectivement, beaucoup d'agitation, que cette planète est absolument magnifique, c'est un trésor, puisqu'a priori c'est la seule sur laquelle il y a la vie, et on essaie d'avoir un impact sur le carbone, etc. Mais simplement, on sait que toutes les guerres sont en train de faire exploser toutes les mesures que nous avons prises jusqu'à présent, et que le fait d'aller mettre son carton dans la poubelle à carton, c'est un très bon geste. Il faut le faire. Néanmoins, c'est balayé par l'énormité des armements. Donc, quand on dit davantage de mixité, davantage de femmes dans la gouvernance, davantage de femmes dans la prise de décision qui vont engager le futur de l'humanité, c'est là le pari visible aussi. C'est de dire, il faut maintenant qu'on réfléchisse à plusieurs. Cette attitude peut-être belliqueuse, parce que moi, je n'entends jamais parler de négociation, je n'entends jamais parler de paix, je n'entends jamais 3 femmes signataires de processus de paix, pardon. 3%, je veux dire, pas 3 femmes, 3%. Donc, elles ne sont pas dans les processus de paix. Or, nous, on ne veut pas que nos enfants partent, on ne veut pas que nos Jules partent, on ne veut pas, etc. A priori, on ne part pas, bien qu'en Ukraine, maintenant, elles soient assez nombreuses, 60 000, je crois. Mais, donc, on a un rapport à la vie. Et on a un rapport à la préservation. Et on a un rapport au futur. Et donc, mon obsession personnelle, c'est comment créer les conditions de ce futur. Et effectivement, ça passe à travers une meilleure répartition dans la prise de décision. Donc que les femmes soient présentes, parce que Christine Lagarde le dit très bien. Schématiquement, elle dit l'intelligence des femmes n'est ni meilleure, ni supérieure, ni inférieure à celle des hommes, elle est différente. Et cette différence doit être prise en considération. Donc,
allons-y ensemble, mais on a un objectif là climatique qui est une dérégulation à laquelle on assiste tous les jours. La semaine dernière en Moselle, etc. On sait que ça va être de plus en plus important. Il y a quoi 7000 personnes qui sont arrivées à Lampedusa. C'est des réfugiés économiques et des réfugiés climatiques. Donc on sait qu'il y a des grands groupes chinois aujourd'hui qui sont en Afrique et européens, pour ne pas en citer les Français. Donc il n'y a pas de travail en Afrique. Et en plus, ils sont confrontés à un changement climatique qu'ils n'ont pas créé eux-mêmes. Donc, et tout ça nourrit le populisme. Donc, une fois qu'on a décrypté l'ensemble, mais on se dit, objectif climat. Donc, on devrait tous arrêter les guerres en disant maintenant, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est trouver un moyen d'arrêter ce feu climatique qui va perturber le monde dans des proportions qu'on n'a jamais connues et que la planète n'a jamais connues. Et qu'il perturbe déjà beaucoup. Oui. Je suis pas drôle. Non, c'est pas. Franchement, c'est pas vraiment l'objectif. non, mais je ne le suis pas. Alors, non tu plus. vois, ça c'est quand même une dimension que je trouve intéressante sur le féminin. C'est le fait de s'amuser. Et moi, j'aime beaucoup la musique. Je vais beaucoup aux concerts, etc. Et puis un jour, j'ai photographié un truc. Je me suis dit, mais en fait. Ok, les Beatles, formidables, mais c'est que des garçons. Ok, les Stones, formidables, mais c'est que des garçons. Donc, je voulais te parler de Taylor Swift d'ailleurs, du phénomène Taylor Swift. Tu vois. Et je me dis, mais donc on avait sur la musique qui a libéré le monde, parce qu'on dit que c'est les Beatles qui ont changé le monde. C'est pour ça qu'ils ont fait venir la couleur. Donc je me dis, mais c'est passé à travers des garçons. Et donc du coup, nous les filles, on a été habitués à voir les garçons qui s'amusent, qui déconnent en classe, etc. Vraiment qui sont drôles. Mais une fille qui déconne en classe, ça n'existait pas parce que de toute façon, c'était pas possible. Donc et donc ce rapport à l'amusement, ce rapport au rire, ce rapport au jeu, on joue. Les garçons, les hommes, ils disent bah ok, je sais pas, je vais jouer au foot le soir, je vais jouer aux cartes, je vais jouer au tennis, je vais jouer au backgammon, je vais jouer aux échecs, mais ils jouent. Et puis ils s'achètent des jouets. Donc quand ils sont plus grands, ils se disent tiens, je vais m'acheter une nouvelle moto, etc. Donc nous on va acheter un vélo électrique parce qu'on se dit c'est mieux utilitaire et c'est utilitaire, etc. Logistique. Mais la notion de jeu. Et je suis toujours vraiment je suis fascinée par ça parce que par exemple on a presque l'obligation d'être sérieux. Ouais. Et donc l'art, les œuvres d'art. Mais est-ce qu'il y a tant de femmes qui achètent des œuvres d'art? Non. Donc ça veut dire qu'elles ne créent pas de patrimoine, mais ça veut dire aussi que dans leur tête, elles se disent oh, je vais penser éventuellement aux études des enfants, etc. Je vais penser au coup dur. Et donc, c'est le rapport à l'investissement, mais ce rapport au plaisir pour soi de se dire alors là, je kiffe à mort. Il est masculin. J'ai envie, voilà, il est masculin. Et donc, c'est les hommes qui font rentrer le jeu, qui vont acheter une table de ping-pong, qui vont acheter, etc. Et les femmes, non. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de faire venir cette notion-là de l'amusement du jeu, qu'on soit un peu décontracté et qu'on s'autorise à se marrer, à être dans la légèreté. Les humoristes font un job mais exceptionnel, je trouve, de ce point de vue. Et il y a des choses à faire de ce point de vue. Et donc, voilà, introduire la notion d'amusement, de bande, de joie. Bien sûr. De joie, s'autoriser à la joie. Je suis entièrement d'accord avec toi et ça nous manque un peu en ce moment, c'est vrai. J'ai tellement de sujets que je voudrais aborder, mais je ne sais pas si on aura le temps. Mais en tout cas, je veux quand même parler, puisqu'on est là. Il y a eu la création d'une commission d'enquête sur les abus et les violences dans le cinéma, dans l'audiovisuel, dans le spectacle vivant, la mode et la publicité, suite, bien entendu, aux déclarations de Judith Godrèche et de toutes celles qui ont suivi ensuite, que nous remercions, bien entendu, et que l'on soutient, bien entendu. Et alors, c'est quand j'ai vu le mot mode. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis étonnée moi-même pendant des saisons de Fashion Week, où je me suis dit, mais ça existe encore, ce truc, tel quel, en fait. Avec, effectivement, il y a une déferlante, et fort heureusement dans le cinéma. J'espère qu'il y en aura une un jour dans tout l'audiovisuel et pas uniquement dans le cinéma, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent en télé, et on le sait. Qui se sont passées, je pense. Non, tu crois pas que ça a changé? Ça a certainement changé, mais en tout cas, je sais pas. Je sais pas. Je n'y suis plus, donc je ne peux pas savoir, mais c'est vrai que ça... Ce qu'on voit de la télé ou ce qu'on voit dans les médias montre qu'effectivement, il y a certainement des changements à l'intérieur. Tant mieux. Mais alors moi, c'est la mode, en fait, où je me suis dit, mais
pourquoi on n'a pas cette même colère à l'égard du marché de la mode, ou en tout cas, oui, c'est un marché, ou en tout cas de l'industrie de la mode, parce que finalement, on a toujours cette gamine anorexique de 15 ans ou de 13 ans qui défile, ou de 14 ans, je sais pas, ou qui se montre en photo. Elle est toujours là, cette enfant. Et pour moi, c'est une enfant, enfin, c'est une adolescente. Je les vois. J'ai une agence de mannequins qui est à côté de. Je vais pas me faire des copains, mais bon, c'est pas grave. Et elles sont, j'ai envie de dire, un peu traitées comme des bouts de viande de temps en temps, enfin des bouts de petite viande. On les force à être longélignes et maigrissime. On a des visages tristes et fatigués. Donc voilà, quand j'ai vu la Fashion Week, quand je vois la Fashion Week recommencer chaque année avec les mêmes modes de fonctionnement, c'est le cas de le dire, je me dis mais enfin, il se passe quoi? Je comprends pas. Il y a une espèce de colère parce que c'est lié à ce qu'on regarde au cinéma et que c'est lié au rêve, etc. Mais la mode tout autant, puisqu'elle nous vend du rêve. Donc j'explique pas trop ça. Donc excuse-moi, je me permets ça parce que Non, mais je j'entends très bien et je rejoins tout à fait ton point de vue. J'ai eu la chance d'assister à des défilés et puis Mais il y en a, peut-être. excuse-moi, je le coupe quand même, il y en a qui font évoluer les choses, hein. J'ai vu Ouais, le défilé des dames, j'ai vu bien c'est ça. entendu des Je campagnes de trouve que ça, publicité où maintenant, ça ça bouge, change dans le cinéma, les bien représentations, sûr. c'est en train de changer. Mais je suis d'accord avec toi et je me suis dit, les mannequins, les jeunes femmes étaient tellement maigres que je me suis dit, si j'y vais, si je regarde, je suis complice. Donc, je me suis dit, je n'y vais plus. Voilà. Mm. Et tout comme il faut quand même voir le côté positif, c'est ce que je disais hier à un ami, je lui disais, mais c'est chouette parce que quand tu observes les femmes dans la rue, à une époque, une femme avec un peu en chair, cacher ses cuisses, ses fesses. Et là, il y a ce truc du crop top et du jean moulant. Et je trouve ça fantastique. Parce qu'en fait, C'est chouette. elles s'assument complètement plus que. Voilà. En tout cas, maintenant, je voudrais parler de la mixité dans ce qu'on appelle la sphère professionnelle, que ce soit les conseils d'administration ou des postes de direction générale, etc. Il y a eu une évolution. Il y a eu une loi récente grâce à Marie-Pierre Rixin, qui est également venue à 2 reprises dans le podcast. C'était une loi Qu'on adore. ouais, que j'adore, mais vraiment, j'adore cette femme. Je la Ouais, trouve exceptionnelle. ouais. La loi date de 2021, donc elle instaure des quotas dans les postes de direction des grandes entreprises avec des objectifs qui me paraissent assez incroyables, à savoir 40% de femmes cadres dirigeants d'ici 2030. Donc je le souhaite de tout cœur. Mais moi qui ai connu un peu le monde de l'entreprise et qui continue de le connaître, selon toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu changerais pour faire en sorte que cette mixité, qui est profondément, et je tiens à le dire, fructueuse pour les entreprises, parce qu'on oublie que ça n'est pas uniquement un objectif féministe, c'est aussi un objectif économique, parce qu'on le sait Absolument. bien, la diversité apporte de la productivité, apporte de Performance. la performance. Donc selon toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans cette sphère professionnelle? Et déjà, on est dans la bonne direction, mais qu'est-ce que tu ajouterais? Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce qu'on coacherait pas un peu plus les femmes? Est-ce qu'on... Alors, j'avais un échange hier avec Lucille Desjonquers, qui est aussi la présidente des Assises de la parité et qui travaille sur ce sujet, effectivement, de la présence des femmes au poste à responsabilité. Et elle dit, mais moi, j'en connais énormément, hein. Donc, simplement, on les Pas cherche visible? pas. Hmm. On ne les cherche pas, on ne les cherche pas bien. Donc, elle en fait, elle a un point d'action. Les femmes existent. Euh, Nous, on fait des rencontres aussi à travers Visible pour les entreprises, pour mettre en avant les rôles modèles de l'entreprise. Et une femme disait quelque chose de très intéressant, c'est pour ça que c'est très intéressant de les écouter dans l'entreprise. C'est que tant qu'on n'a pas fait les choses, il faut toujours une première fois. Et cette première fois, il faut qu'à un moment, quelqu'un vous donne la chance de l'exécuter, de la mettre en œuvre cette première fois. Mais effectivement, c'est comme lorsque on est en recherche d'emploi, on dit toujours 2 ans d'expérience. Bien Mais sûr. entre 0 et 2 ans d'expérience, si vous me donnez pas ma chance, comment j'acquiers les 2 années Tout le d'expérience? même problème. Et donc, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut donner l'opportunité, Mm. donc créer de la place. Après, la question me revient souvent, c'est pourquoi le monde de l'entreprise est-il si rude?
C'est-à-dire, pourquoi attendre l'échec? Pourquoi attendre l'écueil? Pourquoi attendre le faux pas? Pourquoi ne pas entourer, porter, accompagner, considérer qu'on fait les choses ensemble? Quand je parle des bandes dans la Parce qu'elle est musique, comme l'école. Moi, j'ai l'impression qu'on réplique le voilà, modèle de l'école c'est pour ça que je te dans parle des bandes l'entreprise. dans la musique. Voilà, les bandes, Ouais. voilà, ça fait le meilleur et puis ça se chicane, etc. Et ça se sépare parfois. Mais il y a toujours ce phénomène de bande. Donc, et puis qui n'ouvre pas les bras. Bien sûr. Donc, le monde de l'entreprise, pour moi, il est encore calqué sur ce modèle. Et les valeurs qui nous parlent, qui sont, et je pense qu'on est nombreuses, pour les hommes, je ne le sais pas puisque je n'en suis pas un, mais moi aussi, ce sont des hommes qui m'ont permis d'avancer. Mais je sais qu'en tant que femme, et j'ai vu ça aussi, j'ai des attentions, moi, pour les plus jeunes qui arrivent. J'ai des attentions pour les personnes qui... Mais aussi à des niveaux de responsabilité. Voilà, les premiers jours, les premières semaines, etc. C'est toujours difficile de prendre un job. Donc, mais parce qu'on est un peu maman. en tout cas, il y a quelque chose. Truc voilà, et je me dis, peut-être différent. que j'ai tort de le mettre en place, mais en tout cas, je ne me prive pas de le mettre en place. Non, parce que je pense que celles qui ne le mettent pas en place en payent les pots cassés. Oui, me semble-t-il. Donc, de créer un univers qui soit plus harmonieux, qui soit pas aussi brutal, froid, où on se dise, je vais bosser et j'ai plaisir à aller travailler. Mais là, je dis parce que j'ai eu cette chance-là d'aller bosser, mais avec une telle ardeur, une telle joie, et on n'arrivait pas à se séparer à la fin de la journée. Donc, moi, je me souviens devant les chaînes de télé où on débriefait encore, etc. Et on pouvait rester 1 heure alors qu'on pouvait rentrer chez nous. Mais c'était tellement chouette. Donc, en fait, la bande, c'est sympa, mais d'abord, c'est sympa quand c'est mixte aussi. Et surtout, faire corps, quoi. C'est-à-dire définir un objectif et y aller ensemble. Donc, cette attention, cette humanité, peut-être qu'un peu plus d'humanité dans l'entreprise pourra arriver à introduire, encore une fois, de la drôlerie, de la joie, de porter tout le monde, au lieu d'attendre, encore une fois, que chacun trébuche en se réjouissant. Donc, non, mais c'est ça. Il y a un truc dans la nature humaine qui marche pas bien en ce moment. Enfin, depuis un moment. Qui est un frein également, mais qui est un frein également à l'intégration des femmes au sein des entreprises. Parce qu'en fait, si on change pas le système ne pourra pas intégrer ça. Et c'est le rapport au pouvoir. Ouais, c'est-à-dire que le rapport au pouvoir, on est bien d'accord que je pense que la plupart d'entre nous avons un lien au pouvoir qui est un moyen d'action. Oui, on s'en fout de l'avoir. Mais on s'en fout de l'avoir. Alors là, le titre sur la carte de visite, mais moi je me souviens quelqu'un qui se disait, tu vois, mais je veux un titre, mais je me dis, mais un titre de quoi? Enfin, on s'en fiche du titre. Donc, c'est ce rapport au pouvoir. Et nous, on veut le pouvoir pour faire quelque chose. On veut pas le pouvoir juste pour se dire, yeah, je l'ai. J'ai interviewé une jeune femme qui s'appelle Nathalie Rosborski, qui était une amie. Solaire. Qui a écrit un livre à l'époque qui disait « Je veux tout ». J'étais enceinte jusqu'aux dents quand elle me l'a envoyé gentiment et je me suis énervée avec elle au téléphone presque. Enfin, non, énervée gentiment. Mais je lui dis « Mais tu peux pas dire ça, mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est mettre une pression aux femmes incroyable, etc. Regarde, Sheryl Sandberg dit on peut avoir tout, mais pas au même moment. Qu'est-ce que... » Et puis cette jeune femme, et je me sens obligée de repenser à elle souvent parce que elle m'a éclairée, effectivement. Ça a été une sorte de lumière sur mon chemin. Elle est morte très jeune et j'avoue que sa mort m'a profondément chahutée. Enfin, elle est morte en plus très peu de temps après mon père. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire qu'elle s'est mis une telle pression, qu'elle a vécu ça. J'arrive pas à expliquer cette mort. Et ça m'a beaucoup perturbée. Parce que je me suis dit, jeune comme ça, elle avait même pas 40 ans, 37 ans, je crois, 38 ans, 2 enfants. Et c'est vrai qu'elle voulait tout, qu'elle pouvait tout, parce que c'était vraiment quelqu'un qui arrivait à fédérer les troupes, à donner de l'énergie, toujours partante, toujours positive, ancienne danseuse classique, donc avec forcément un port de tête et une fierté incroyable. Et c'est vrai que ce livre m'avait perturbée parce que Et elle me dit, mais pas du tout, c'est pas ce que je dis dans le livre, lis-le, tu verras. C'est justement un titre accrocheur pour montrer que il faut respecter qui on est, à notre rythme, comme on veut, etc. Pourquoi je parle d'elle? Parce qu'en fait, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. C'est-à-dire est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, et là, je pense forcément à Elisabeth Badinter,
même si je te rejoins sur ce que tu disais sur elle, a sorti un livre récemment, un tout petit livre, d'ailleurs il est tout fin, et puis elle a fait des interviews là-dessus où elle dit il y a encore beaucoup d'efforts, messieurs, à faire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même encore ce frein, cette charge mentale que l'on dépeint et qui est profondément féminine. Je sens encore que on est dans une transition, mais je me demande encore comment c'est possible d'avoir tout, d'avoir à la fois des postes à responsabilité, de l'argent, une indépendance financière, une envie de construire, de bâtir, des enfants, un mari, des amis, des sorties, une vie sociale, des voyages. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand je me projette moi-même en tant que femme, je me dis que c'est quand même encore ultra dur et qu'il y a encore énormément de travail à faire. Mon développement était trop long. C'est pas vraiment une question, c'est plus un débat avec toi puisque tu es journaliste et que j'ai toujours cette fibre en moi. Mais c'est vrai que je suis assez perturbée encore aujourd'hui de voir qu'il y a des freins. Et quels sont ces freins selon toi? Je voudrais revenir sur Nathalie Rosborski parce que je ne sais pas si tu sais qu'on se connaissait. Et Je savais que, pas que tu la voilà, connaissais. et donc, Enfin, j'ai et cru j'aimais comprendre beaucoup quand tu as Nathalie, réagi. et Nathalie était directrice générale de Nelly Rodi. Oui. Elle était solaire, Mm, non? mm. Donc je vois son sourire qui est très présent dans mon esprit. J'étais, comme toi, sans doute aussi à la messe, la cérémonie, les obsèques. Il y avait une émotion incroyable, tellement de monde dans cette église, rue Saint-Paul. Euh, et effectivement, je me suis interrogée comme toi parce qu'elle voulait tout. Elle portait tellement. Mm. C'était. Mm. Elle voulait. Alors, et elle m'avait expliqué une chose, c'est que son père était un ancien joueur de foot Mm. est-ce que c'était Pologne? Pologne. Pologne, n'est-ce pas? Pologne, donc qui avait connu le rideau de fer, et donc cette pression-là, cette oppression, et que donc il y avait une rigueur qui Mm. était dans la famille, qui était on veut tout parce qu'on n'a pas eu, On n'a pas eu. donc on veut Mm. tout. Et je me suis interrogée comme toi en me disant mais quand on veut tout, est-ce que le prix n'est pas extrêmement élevé? J'ai été bouleversée par son décès, bouleversée par ce cancer, bouleversée de savoir qu'elle laissait 2 enfants à Marie, et bouleversée. Donc, ça m'a interpellée. Et je me dis, par rapport à ça, la position des mamans, ça reste un sujet énorme Mm. parce que on peut dire tout ce qu'on veut, mais nous, à un moment, on a envie d'être avec nos enfants. Bah, bien sûr. Et de nous priver de ça, c'est vraiment extrêmement difficile. Donc je pense que les femmes sont hyper intègres par rapport à leur boulot, hyper investies. Mais quand elles disent il faut que j'y aille, parce qu'il y a un truc, ou parce qu'il y a un enfant malade et qu'à 42 fièvres, on commence vraiment à s'interroger, et c'est pas la jeune fille au père ou quelqu'un qui va pouvoir faire le relais. Donc on a besoin d'être avec eux. Ils ont besoin de nous, parents, mais nous, parents, on a besoin d'être avec eux. Donc il y a une hypocrisie aussi dans le monde du travail qui consiste à oblitérer le fait que les collaborateurs soient des parents, mais à soi-même estimer qu'on doit être présent pour ses enfants. Donc tant qu'on n'aura pas résolu, trouvé une harmonie dans cette trilogie, c'est-à-dire le monde du travail, l'individu et la famille, alors les pays d'Europe du Nord, ils ont réussi, hein, c'est pas une question, le genre n'est pas une question dans les jobs, Ça se voit d'ailleurs. le rapport aux enfants n'est pas une question, c'est-à-dire qu'il y a des congés de parentalité qui sont très importants, et c'est super important, et pour le coup, Ils sont très en avance sur nous. Ouais, autour de moi, des jeunes parents dont le père est resté longtemps après la naissance de l'enfant. C'est tout bénef pour tout le monde. La maman est beaucoup plus cool, le bébé est beaucoup plus cool, le papa est heureux d'être là. Il y a un moment de fatigue chez la maman, ce qui est absolument normal. Donc, chacun prend ses marques, 48 heures pour rester avec un bébé, un nourrisson, et ensuite le baby blues, on appelait ça comme ça, c'est ça, le baby blues. Mais quand on se retrouve seul, chez soi, avec un bébé, à parler à personne toute la journée, à se sentir moche, se sentir fatigué, à pas s'empêcher de gérer quand même la maison, les trucs, etc., je vois pas comment un être humain résisterait à une telle pression. Donc on voit que le bénéfice est très important de permettre aux 2 parents
d'accueillir cet enfant, de vivre ce rapport, je sais pas, à la joie, à la peau, à tout ce qui est neuf, à cet être qui arrive et auquel on donne des bases tellement structurantes pour la suite. Donc, il faut le prendre comme un moment de joie, mais aussi comme un moment sacré pour l'humanité, parce que encore une fois, on est sur une baisse démographique aujourd'hui en Occident. C'est pas un hasard, c'est que quand au Japon, les femmes disent on fait plus d'enfants parce qu'elles sont en responsabilité des personnes âgées de la famille, en plus des enfants, mais comment avoir un job? C'est pas possible. Donc, on peut pas être dans le sacrifice tout le temps. Et les femmes l'ont beaucoup été. Moi, je pense aussi que Visible, c'est un hommage à tout ce que les femmes ont accompli qui n'a pas été visible. Et aujourd'hui, il faut aller vers un meilleur équilibre, vers la joie. Mais je pense que cette notion de joie, ça peut changer des choses parce que tout le monde y a droit. C'est important de considérer que ça fait partie de la vie. Et les bouddhistes sont peut-être plus intelligents que nous. Nous, on est dans des religions qui sont des religions de culpabilité, d'austérité, etc., qui est une manière de contrôler. Mais je pense que effectivement, quand on s'ouvre à ce qui fait partie de l'humain, c'est absolument génial. Or, l'humain a besoin de ces moments de joie, de ces moments de gourmandise. Le fait qu'on soit gourmand, on a envie quand même de temps en temps de croquer dans un chocolat, je sais pas, une glace, un truc, quoi, de pas être toujours dans l'austérité. Eh bien, je pense que mentalement, on a besoin de ces mêmes moments de balance. Tu as bien raison. Florence, on n'a plus beaucoup de temps, que je le regrette vivement. Merci déjà pour cet échange. Non, mais je sais pas si c'est... j'ai toujours l'impression d'être décousue parce que c'est toujours compliqué. J'ai toujours 300 questions et finalement, je me retrouve à être un peu confuse. J'ai envie de te demander un coup de cœur et un coup de gueule. C'est les questions que je pose toujours à mes invités en fin d'interview. Un coup de cœur, ça peut être une pièce de théâtre, une œuvre, un livre, peu importe. Et un coup de gueule, ça porte bien son nom. Voilà. Et tu as le droit de ne pas en avoir. Alors, je vais commencer peut-être par le coup de gueule, pour rester sur une note positive. Mon coup de gueule rejoint le tien, c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on se bouge sur les sujets, comme tu disais, de solidarité féminine à travers le monde, parce qu'on en a besoin. On n'a pas parlé des femmes afghanes, c'est un sujet que je connais un peu. Je ne vois pas comment on peut imposer un tel destin d'effacement à un genre. Donc ça, c'est vertigineux. Donc effectivement, s'engager davantage, si on le peut, au moins par la gentillesse. Oui, mais en plus, c'est prégnant maintenant. C'est-à-dire, ça devient urgent pour moi. C'est ça. Et par la gentillesse, soyons sympas les uns avec les autres. Et puis, mon coup de cœur, c'est pour toutes ces femmes artistes qui se produisent en scène. Tu évoquais Taylor Swift tout à l'heure. Moi, je me dis, waouh, chapeau, parce que elle y va. Mais ça commence avec Madonna aussi, parce que, et encore une fois, c'est des artistes solo. Là, je reviens sur la bande. Tu vois, là, femme solo, ça a toujours existé. Mais la bande, c'est plus compliqué pour les femmes. Et les Spice Girls. Ouais, il y a les Spice Girls, absolument. Et Carton. Et tu vois, comment elle s'appelle, la Spice Girl, qui est Beckham, Victoria Beckham. Et moi, je suis super admirative. Ouais, incroyable. Les 4 enfants. Elle est incroyable. Je sais pas comment elle soutenir son Jules dans les moments difficiles, etc. Monter sa marque de vêtements. Assurée en toutes circonstances, je me dis mais waouh, chapeau. C'est un robot. Donc toutes ces femmes en fait qui osent la visibilité, qui osent aussi s'exposer à la contrepartie, c'est-à-dire à la critique. Zao de Sagazan, nous on a posté évidemment sa prestation à Cannes. C'est merveilleux qu'elle reprenne Bowie, et Bowie bien sûr qu'il aurait été bluffé par sa reprise. Et je vois des commentaires, mais de gens tellement méchants. Donc je salue, je célèbre, j'admire ces artistes qui, encore une fois, s'exposent mondialement, à la fois pour le mieux et en même temps à la critique. Donc, une grande admiration pour toutes les femmes qui prennent la parole, comme toi, voilà. C'est un moment où on fait quelque chose et on y va. Et je trouve que c'est magique et puissant. Donc, soyons plus joyeux et plus sympas. Voilà, en conclusion. Mais c'est un chouette programme. Mais vraiment, oui. On le dit pas assez, mais c'est effectivement très vrai. Florence, un grand merci pour ta présence. Et écoute, tu reviens quand tu veux. Et longue vie à Visible. Suivez-le sur les réseaux sociaux. Et à très vite. Merci beaucoup, Florence. Merci à toi, Estelle.
Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. Finance leaders, do your arms hurt? It's hard getting pulled in 2 different directions every day. Somehow you're supposed to cut costs and drive growth. Not easy, but it can be if you use Brex. Brex is the only corporate card and AI-powered spend platform that lets you control spend before it happens. Brex also automates busy work and gives you real-time visibility, so you have more time for strategic work. Ready to save and grow? Get Brex, the platform that helps you make every dollar count. Visit brex.com/grow.